Une troisième réunion sans la présence des syndicats. Pour la CFDT, la direction d'Alcatel-Lucent en profite pour berner les collectivités en assurant que son plan social est satisfaisant. Alcatel-Lucent s'est engagé vers eux pour réindustrialiser le site. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc nous, ce qu'on attend des pouvoirs publics, c'est qu'ils montent le ton et puis qu'ils disent ils sont où il est où cet engagement? Comment vous le respectez? Aujourd'hui, c'est pas le cas. Qu'est-ce que vous faites? Sur les 492 salariés, 162 travaillent depuis cet été pour Altran dans le même bâtiment. C'est le premier pas vers la réindustrialisation du site, mais c'est hélas le seul. 33 autres salariés iront chez Thales, mais à Cholet ou Carquefou. 36, sans doute, chez GFI à Nantes. Ajoutez à cela 80 départs volontaires, une vingtaine de licenciements secs. Il reste 160 personnes en mobilité. Elles restent chez Alcatel, mais devront partir à Lannion ou en région parisienne. Nous, on considère qu'une mobilité à 300 km, ce n'est pas une solution. On ne peut pas considérer humainement que c'est une solution. C'est ce que la direction considère, mais nous, ça ne nous va pas du tout. Les gens n'ont pas l'intention de déménager, enfin très peu, parce que être envoyé sur Lannion dans un bassin d'emploi qui est vraiment sinistré, aucun conjoint ne va trouver de travail. Donc les gens ne veulent pas y aller. La CFDT attend toujours d'autres repreneurs pour permettre au site de perdurer. Le spécialiste des télécoms est installé à Orvaux depuis 40 ans. C'est un mauvais coup pour la majorité départementale. Les Verts ont donc choisi de faire bande à part pour les élections du mois de mars. Alors le président du Conseil général ne cache pas sa déception, mais ne ferme pas totalement la porte. Tout cela relève de postures partisanes, politiques, sectaires parfois. Si des hommes et des femmes jugent sur le territoire en dehors de l'appartenance politique qui peuvent s'associer, eh bien ils le feront. Mais ils s'expliqueront ensuite dans leur propre parti politique. Mais le parti a dit non à une courte majorité. L'argument de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a bien sûr pesé dans les débats, mais il n'y a pas que ça. Je crois qu'il y a d'abord l'image nationale du Parti socialiste qui joue en leur défaveur. Je pense qu'aujourd'hui, le trio Hollande, Valls, Macron et les dernières déclarations du Premier ministre en Loire-Atlantique ne nous ont pas aidés aussi à faire l'alliance. L'opposition, elle, se frotte les mains et salue cette décision toute naturelle. Aujourd'hui, nos électeurs n'acceptent plus ce genre de schéma de circonstances et purement électoraliste. Ils ont chacun des options à défendre et qu'ils prennent le risque de les défendre, chacun. Les Verts ont-ils pris la bonne décision? Rien n'est moins sûr car cela complique nettement les choses pour espérer entrer au Conseil général dont leur parti est aujourd'hui absent. Les rues du centre-ville bondées, les magasins ouverts, mais pas de méprise, nous ne sommes pas samedi, mais bien un dimanche à Nantes. C'est bien, ça dynamise. Puis voilà, après les gens se retrouvent, ils peuvent se balader, on n'est pas obligé d'acheter. Après, libre à chacun d'acheter ou pas. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Moi, je suis plutôt pour. Le samedi, ça passe trop vite. Enfin, la semaine, on travaille. On est assez fatigué de la semaine déjà. Donc le dimanche, je trouve que c'est beaucoup plus agréable et on prend beaucoup plus le temps de dépenser l'argent qu'on a pour les cadeaux. Car cette ouverture des magasins un dimanche est exceptionnelle. Après avoir longtemps écarté l'idée, Nantes Métropole a autorisé cette année 2 ouvertures dominicales avant Noël. Seules sont concernées les boutiques de centre-ville et de centre-bourg. À Nantes, 130 enseignes en ont profité et les commerçants s'en félicitent. On n'imaginait pas ce monde aujourd'hui pour ce premier dimanche parce que c'est autant qu'un samedi qui sont traditionnellement les journées les plus fortes du mois de décembre. Pour nous, l'opportunité, c'est de faire découvrir le magasin à des gens qui se promènent le dimanche à Nantes et puis l'opportunité effectivement d'accroître notre chiffre d'affaires sur cette période de Noël. Certains sont néanmoins plus réservés sur la plus-value de cette ouverture. Par respect pour les clients, on est ouvert. Je pense que c'est un peu le miroir aux alouettes. Je crois qu'on rêve un peu de récupérer plus d'argent, mais en fait, l'argent, les gens en ont un budget et ils ne vont pas dépenser plus d'argent sous prétexte qu'on ouvrira plus les magasins. Quoi qu'il en soit, pour l'heure du bilan, il faudra encore attendre. Les commerces ouvriront également leurs portes dimanche prochain. L'adolescence, c'est le temps de toutes les découvertes. Parmi elles, la rencontre avec l'alcool. En boîte de nuit, lors des fêtes entre amis, dans les espaces publics comme à la maison. Et si les chiffres montrent que la consommation d'alcool est plus élevée en Pays de la Loire qu'à l'échelle nationale, une nouvelle étude qualitative à échelle restreinte a récolté 38 témoignages dans l'entourage des jeunes sur la consommation d'alcool.
Des témoignages de situations qui deviennent de plus en plus préoccupantes et en particulier liées à l'alcoolisation rapide de jeunes et de plus en plus jeunes dans des phénomènes de bande et de rassemblement qui sortent davantage de la situation de convivialité. Des analyses préoccupantes qui relèvent le phénomène croissant de binge drinking, un mode de consommation excessive de grandes quantités d'alcool à la recherche d'une ivresse rapide. Mais le monde de la prévention relativise. Ils sont comme tout le monde, ils ne consomment pas pour des raisons négatives d'une certaine manière. Ils consomment pour faire la fête, pour s'amuser plus facilement. Après, pour certains, à la marge, effectivement, il peut y avoir des histoires de mal-être, des histoires de difficultés dans leur vie au quotidien. Mais il ne faut jamais oublier non plus que la très très grande majorité des jeunes vont plutôt bien, qu'ils font des expériences qui sont d'une certaine manière classiques et qui nécessitent surtout d'être accompagnés en termes éducatifs. Et sans juger, sans être trop dans la morale, parce que ça peut avoir un effet inverse en fait. Sensibiliser dans les collèges et favoriser la discussion entre parents et adolescents figure aussi parmi les recommandations de la nouvelle étude, car parler des risques reste la meilleure prévention. Dans ses autres vies, Marc est coach sportif et aussi cascadeur dans un cirque. Mais il y a 1 an et demi, c'est son âme d'inventeur qui l'a rattrapé. Céline était souvent très embêtée avec sa jupe, sa robe, donc j'ai cherché à lui faire un petit cadeau que j'ai jamais trouvé, donc moi j'ai réfléchi à l'idée et puis en pleine nuit j'ai pensé aux 2 rails métalliques qu'il y avait sous toutes les selles de vélo. J'ai pensé à 2 aimants, une pince et voilà, le lendemain on a fait un premier prototype tout bête qui était un aimant d'aquarium de poisson rouge et auquel j'avais collé une petite pince à cheveux. Donc Céline a essayé le prototype dès le lendemain. Et ça marchait super bien. Et une 60aine d'essais plus tard est né le Poupoupidou. Marc et Céline auraient pu garder l'exclusivité de cette invention, mais leurs ambitions étaient plus grandes. Quand on en a parlé à nos amis, à la famille, on nous dit pourquoi pas faire un objet pour toutes, parce que c'est vrai que ça pourrait être très sympa. Et voilà l'idée de créer l'objet et puis de l'industrialiser a pris forme, a grandi. Et voilà où on en est aujourd'hui et voilà pourquoi on met tout en œuvre aujourd'hui pour aller au bout de notre rêve. Alors j'agrippe le Poupoupidou à la jupe et je viens le fixer sous les rails de la selle. La marque du Poupoupidou, en référence à la jupe de Marilyn, est aujourd'hui brevetée. Mais pour voir un jour l'objet en magasin, Marc et Céline font appel au soutien de tous sur le site de financement participatif KissKissBankBank. On a accès à des délinquants qui peuvent être des délinquants primaires. Et le jour où le gars il rentre dans votre établissement, il a la main qui tremble. Ne jouez pas les héros. Les braquages, les vols à main armée, dans cette assemblée, ils sont nombreux à l'avoir déjà vécu. Le 7 décembre dernier, 4 hommes ont menacé avec un couteau ce gérant d'une supérette à Donge. Cette matinée d'information lui a fait beaucoup de bien. J'échange avec mes collègues, on échange avec les policiers, donc on ne se sent pas seul, quoi. C'est important. Pendant 2 heures, policiers et gendarmes donnent des conseils, expliquent ce qui pourrait faciliter leur travail. C'est un panel de mesures qui touche à la fois l'agencement des magasins, les équipements de sécurité, mais aussi les réflexes qu'on doit avoir à titre personnel quand on est confronté à un acte de délinquance. Installer des caméras, aménager les abords du magasin pour éviter les casses à la voiture bélier, éclairer les parkings. Toutes ces recommandations, ces gérants les connaissent déjà. Pour eux, rien ne pourra arrêter un braqueur déterminé. Fataliste, le nazérien Jérémy Philippot attend son tour. Sûrement l'un des prochains, ce sera nous, donc on est prêts. On a les vidéos, on a tout. Si les gens ils ont envie de venir, ils viendront, quoi. Même résignation dans ce magasin nantais pourtant bien équipé. Plusieurs commerces voisins ont été attaqués récemment. On sait que le prochain peut sur la liste avec nous, quoi. Mais bon, voilà, on vit au jour le jour et puis voilà. Ces magasins de petite taille, désormais cibles privilégiées des voleurs, attendent surtout de la police des interventions plus rapides et des patrouilles plus fréquentes. Donc il y a de la pisse partout, des excréments. J'ai sniffé ça, mais je l'ai fait des centaines de fois. Le témoignage du rocker Renaud Hanson sur sa dépendance à la cocaïne a fait frissonner les 750 lycéens qui l'ont écouté ce matin à Ancenis. Une séance de prévention organisée par la ville qui sensibilise aux addictions de façon franc du collier. Quand je parle d'excès, quand je parle d'alcool, quand je parle de défonce, quand j'utilise les mots de défonce, ils sont pas choqués. Ils savent. Et après, si tu peux juste éviter le trajet compliqué à quelques-uns, c'est gagné.
À son côté, le psychiatre Laurent Carilla, spécialiste des dépendances. Il a décidé de coupler une approche médicale avec un témoignage rock'n'roll. C'est un message très marquant, c'est fort, ça se fait peu dans les campagnes de prévention, souvent des acteurs, et là c'est marteler un message avec un vrai témoignage. Un être humain n'est jamais plus fort qu'une substance. C'est-à-dire que s'il y en a dans la salle qui croient qu'ils vont niquer la substance, ils ont tort. L'objectif permettra à chacun de faire son propre diagnostic. Ça nous fait réfléchir sur nos actes et les décisions qu'il faut prendre pour qu'à la fin qu'on n'ait pas beaucoup de problèmes. C'est chaud quand même. Je sais pas. Pour moi, le plus marquant, c'est la facilité. La facilité qu'il a de consommer. Son témoignage est très touchant. Après, c'est vrai que pour lui, c'est très facile. Après, peut-être que pour nous, c'est moins facile. Mais je pense que tout le monde sait à qui demander. Ce rapport de 52 pages qui n'aurait dû être dévoilé qu'à l'occasion du conseil municipal de vendredi pointe différents aspects de la politique culturelle de la ville entre 2008 et 2012. Tout d'abord, la répartition des subventions. La Chambre régionale des comptes note que la moitié des 25 millions d'euros consacrés à la culture en 2012 n'étaient attribués qu'à 4 structures sur les 200 faisant l'objet de subventions. Une remarque que l'ancien adjoint à la culture, Jean-Louis Jossic, assume et justifie. Ces 4 éléphants, entre guillemets, qui pomperaient la moitié du budget, oui, ils prennent une part lourde et importante du budget. Oui, c'est normal dans une grande ville, une grande agglomération. Ce que je reproche à ce rapport de la Chambre des comptes, c'est qu'elle ne compare pas l'Orchestre national des Pays de la Loire avec d'autres grands orchestres en région. Autre cas pointé du doigt, Royal Deluxe. Pour la Chambre, la troupe bénéficie à Nantes d'une mainmise sur le spectacle de rue. Un choix là aussi défendu par l'actuelle municipalité. Il se trouve que Royal Deluxe est une compagnie unique en France. C'est pas la seule compagnie de théâtre de rue, certes, mais elle est unique par la dimension, la popularité de ses productions. Comment voulez-vous la mettre en concurrence dans le cadre d'un appel à projet? Ça n'a tout simplement pas de sens. En revanche, la ville a bien perçu les remarques adressées quant aux aides versées au CREA, l'organisme qui gère la folle journée. Les conventions entre la ville et l'organisme feront d'ailleurs l'objet de révisions sous peu. Quoi qu'il en soit, ce rapport risque fort de s'inviter dans les débats vendredi lors du prochain conseil municipal. Nicolas Clerc bute sur le pied d'un Thierry Omeyer impérial hier soir dans les moments décisifs. Et c'est Paris qui exulte. On ne peut pas dire que les joueurs n'ont pas mouillé le maillot. Après, oui, je joue avec 3 joueurs du centre d'information. Bon, oui, mais en face, c'est le PSG, 14 millions, c'est tout. Qu'est-ce que je peux reprocher aux joueurs? Rien.